Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce soir, la délégation malagasy menée par le président de la République Andry Rajoelina est arrivée aujourd'hui vers 10h10 à l'aéroport international Charles de Gaulle pour assister au 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie à Paris. Le sommet de l'OIF qui durera 2 jours, les 4 et 5 octobre 2024, portera sur le thème « Créer, innover et entreprendre en français ». Madagascar participera pleinement au sommet en tant qu'État membre à travers le président de la République. Sur place, Natera Koutoumaf pour plus de détails. Madagascar est membre de l'Organisation internationale de la francophonie ou OIF depuis 1989, alors qu'il s'en est retiré dans les années 1970 jusqu'en 1977. Madagascar occupe une place importante au sein de cette organisation, étant un pays utilisant la langue française. En effet, 26%, soit 7 729 000 de Malgaches, utilisent la langue française. L'OIF compte 88 pays membres et gouvernements, soit 54 États membres dont Madagascar fait partie, 7 membres associés et 27 observateurs. L'OIF intervient dans le monde de la culture, du sport, de l'éducation pour tous, du numérique, des droits de l'homme et de la jeunesse. Elle ne s'implique pas dans la politique de ses pays membres. Le sommet de l'OIF se tient tous les 2 ans et est présidé par le chef de l'État ou du gouvernement du pays hôte du sommet jusqu'au prochain sommet. Il sera décidé lors de cette réunion quel pays accueillera à nouveau la réunion. L'OIF est à la tête d'un dispositif multi-institutionnel destiné à promouvoir la langue française et les relations de coopération entre les 80 pays membres observateurs. Cette dernière a été créée par la Convention de Niamey le 20 mars 1970 sous l'ancienne dénomination d'Agence de coopération culturelle et technique et a son siège à Paris. L'OIF accompagne ses pays membres dans l'élaboration ou le renforcement de sa politique et met en œuvre les politiques et coopérations internationales dans de nombreux domaines selon 4 missions principales. Encourager l'utilisation de la langue française et la diversité culturelle et linguistique, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, soutenir l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, développer des partenariats pour le développement durable. Après le sommet, une cérémonie de signature par les pays participants pour confirmer la mise en œuvre des principales discussions tenues lors de la réunion et renforcer la mise en œuvre de la coopération de ces pays avec l'OIF sera effectuée. Madagascar fait partie des signataires. La 19e édition du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie se tiendra les 4 et 5 octobre à Paris. En tant que membre au sein de l'OIF, Madagascar participe pleinement aux séances plénières et tables rondes par le biais du président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, son épouse et la délégation qui l'accompagne, dont la ministre des Affaires étrangères malgache, Rassa Tarafaravaftafk, la ministre de la Communication et de la Culture, Mara Voulamrant Dona, et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la professeure Chamina Lula. La délégation malgache, menée par le chef de l'État malagasy Andry Rajoelina, qui assiste au sommet de l'OIF, a atterri ce matin, jeudi 3 octobre 2024, à l'aéroport Charles de Gaulle, en France, à 10h10, accueillie par la représentante permanente de Madagascar à l'UNESCO à Paris, Yvette Silla. Et retour au pays pour mettre en œuvre le 3e pilier établi par le président de la République qui est la bonne gouvernance. Le programme Page Free 1, programme d'appui à la gestion financière et à la résilience économique, a été mis en place. Le soutien financier de ce programme s'élève à 50 millions d'unités de compte et aujourd'hui, l'accord en ce sens a été signé entre la ministre de l'Économie et des Finances et la BAD. Les détails. Le programme Page Free 1 se concentre sur l'amélioration des finances publiques et les objectifs doivent être atteints d'ici 2025.
Cela comprend l'optimisation de la mobilisation des recettes fiscales, le renforcement de l'efficacité des dépenses publiques, mettant l'accent sur une gestion plus transparente et responsable, et la lutte contre la corruption. Le domaine énergétique joue également un rôle important dans Page Free 1. Le programme prévoit de renforcer la gouvernance du secteur énergétique, améliorant la transparence et l'efficacité de la JIRAMA. L'objectif est d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, la faisant passer de 45 à 55%. Ce changement soutiendra la transition énergétique du pays et contribuera à la réduction des coûts de production de l'énergie, précise la ministre de l'Économie et des Finances, Rabarnirin Arsan Rinja Asmbelu. Le soutien financier à titre de prêt du Page Free 1 s'élève à 50 millions d'unités de compte, dont 20 millions d'unités de compte accordées par le Fonds américain de développement, et 30 millions d'unités de compte de la facilité d'appui à la transition. De nombreuses étapes ont été franchies avant cette signature d'aujourd'hui entre la BAD et le gouvernement malgache à travers le ministère de l'Économie et des Finances. L'objectif de ce programme est de renforcer la stabilité économique à Madagascar. Et puis la ligne pilote desservant la rocade d'Yariv sera installée au cours du premier semestre de 2025. Le ministère des Transports travaille déjà avec l'organisme Kodatu pour sa mise en œuvre, a indiqué le ministre de tutelle. Le ministère envisage également de changer la loi relative au transport public afin d'améliorer les services fournis aux usagers. Détails sur les images de Yves Janel. Souvent, les taxis d'Antananarive ne respectent pas les cahiers de charges, les passagers et surtout, leur qualité est médiocre. Une des solutions proposées par le ministère des Transports et de la Météorologie et l'Agence des Transports Terrestres est la formation des conducteurs et des aides-chauffeurs, mais également la modification de la loi relative au transport, surtout les transports communs, ainsi que l'importation de bus électriques dans le long terme. En effet, l'importation de ces bus électriques est exonérée de taxes, rappelle le ministre Ramounzavel Valéry. Toujours concernant les améliorations, une ligne pilote sera installée sur la rocade d'Yariv à travers le projet Zuchaftarach qui vise l'amélioration des services de taxi B, le renouvellement du parc automobile et l'introduction de systèmes de paiement dématérialisés. Le projet sera opérationnel au premier semestre de 2025. À noter que plus de 1 million d'usagers utilisent les transports en commun chaque jour. Et climat à présent, 2 à 5 cyclones pourraient toucher Madagascar pour la saison 2024-2025 selon les prévisions de la météorologie. Selon la directrice générale de la météorologie, un cyclone pourrait engendrer d'énormes dégâts. Fajessena Mirai, Yves Janel. La saison cyclonique de cette année 2024-2025 sera intense selon les prévisions du service météorologique. Environ 2 à 5 cyclones pourraient affecter Madagascar et pourraient causer d'énormes dégâts. Ces cyclones pourraient entrer dans le nord-est, le centre-est et le sud-est de l'île, mais aussi venant de l'ouest tout au long du canal du Mozambique, selon la directrice générale de la météorologie, Nirvlulna Raoulzao. Il y aura également beaucoup de précipitations et des risques d'inondation au mois de janvier dans les régions d'Iana, Sava, Sofia, Ambatsu, Analanzrouf, selon toujours les prévisions. Mais les partenaires sont déjà prêts à apporter leur contribution. Pour le programme alimentaire mondial, prépositionner les intrants humanitaires dans les régions prévues d'être affectées ou les véhicules qui vont permettre de déplacer ces intrants. Et plus globalement, toute la communauté pourra également se préparer. L'objectif de cette préparation, c'est de sauver des vies, en particulier dans les territoires les plus vulnérables. On sait que Madagascar est un pays qui a une biodiversité unique, des caractéristiques tout à fait remarquables, mais il se trouve malheureusement sur la route de certains événements météorologiques extrêmes qui ne sont pas évitables, mais encore une fois, la préparation permet de sauver des vies. Le programme alimentaire mondial est ici pour accompagner le gouvernement modestement. Sur les prévisions climatiques, le programme alimentaire mondial a facilité la collaboration avec l'Institut international de recherche de l'Université Columbia
grâce à des fonds du Royaume de Norvège cette année. Et donc nous allons continuer d'appuyer la Direction générale de la météorologie, plus en général la politique générale de l'État ici à Madagascar, dans le cadre du mandat du Programme alimentaire mondial. Par ailleurs, de nombreuses régions subiront la sécheresse en octobre et en novembre. Et puis une réunion organisée par le ministère de la Santé publique à laquelle le ministre, le professeur Zelranja Manatan, a invité les partenaires techniques et financiers s'est tenue ce jour. L'objectif étant de faire une rétrospective de ce qui a été fait et d'établir un nouveau plan pour réaliser la politique générale de l'État dans le domaine de la santé. Plus d'explications. Vous savez, la coordination, c'est quelque chose de très important. Et vous avez vu le nombre de partenaires qui sont ici, les partenaires des Nations Unies, les ONG, la société civile, qui appuient le ministère de la Santé. Et pour le bien-être de la population malagasy. S'ils ne sont pas bien coordonnés, on peut faire des activités, mais ne pas atteindre les objectifs. Mais si la coordination est bonne, on va bien répartir les ressources, on va bien répartir les partenaires au niveau du pays, et répondre aux priorités du pays. Et vous avez vu que la présentation qui a été faite sur les priorités du pays va nous permettre maintenant de voir où s'aligner. On doit s'aligner aux priorités du pays et les partenaires ne doivent pas venir avec leurs priorités. Ils doivent venir appuyer les priorités du pays et répondre aux besoins du pays pour atteindre les objectifs de développement durable et le bien-être de la population malagasy. Et puis, tous les camions-citernes de la Jirama devraient être mobilisés afin de résoudre le gap de 230 millions de mètres cubes d'eau dans la capitale, selon le président de la République, Andry Rajoelina, lors du Conseil des ministres d'hier. Le problème d'électricité a également été discuté lors de ce conseil. Le point avec Fanjasena Mireille. Face au problème persistant de manque d'eau à Antananarivo, le président de la République a émis la consigne de mobiliser tous les camions-citernes afin d'approvisionner les bonbonnes de la capitale. 35 forages seront également effectués. Le projet Tana Water Free est une solution à long terme et vise à augmenter la production d'eau potable et à remplacer les anciennes conduites d'eau. Selon le Conseil des ministres, les habitants sont encouragés à réduire leur utilisation d'eau uniquement pour les besoins primordiaux. Concernant le problème de l'électricité, la mise en place d'une centrale de 105 MW à Mbumanamboul est en cours. À court terme, les centrales solaires sont les plus efficaces et les plus rapides. Une discussion a été tenue par le président Andry Rajoelina avec des entreprises chinoises pour mettre en place des panneaux solaires qui auront une capacité allant jusqu'à 350 MW dans la capitale et dans les chefs-lieux de province. Le développement de projets hydroélectriques de grande envergure a été également au centre du Conseil des ministres hier. Le gouvernement a également discuté de l'évolution des pratiques agricoles et des stratégies visant à accroître la productivité. Les cultures prioriseront le riz, le manioc, le sorgho, le blé, le soja, le sucre et les céréales. L'objectif de Madagascar est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Dans un tout autre sujet, 15 élèves se sont évanouis hier au lycée Saint-Michel-Itosi. Cet incident a provoqué une panique dans la localité. Les cours ont été suspendus et les élèves retourneront à l'école lundi. Il n'y a pas encore d'explication claire sur la maladie dont ont souffert ces élèves. Fanjasena Mireille. Hier, à 9 h du matin, une élève en seconde s'est évanouie au lycée Saint-Michel-Itosi. Par la suite, 14 autres élèves se sont également évanouis. Cet incident a créé une panique au sein de l'établissement. L'on ignore les causes exactes de ces faits. Le ministère de la Santé a toutefois rassuré l'opinion qu'il ne s'agit pas d'une maladie contagieuse. Et toujours selon les informations, ces élèves sont pris en charge et ont reçu les soins adéquats. Les responsables de l'école font l'objet d'une enquête approfondie actuellement. Les cours au lycée Saint-Michel-Itosi sont suspendus jusqu'à demain et ne reprendront que lundi matin.
Et on poursuit par les actualités internationales. L'armée ukrainienne a annoncé hier se retirer de Vuhledar, cédant aux Russes après 2 ans et demi de combats meurtriers. Cette ville d'importance militaire et symbolique, une illustration des difficultés croissantes qu'elle rencontre dans l'est de l'Ukraine. France 24. Oui, effectivement, elle vient de confirmer en début d'après-midi son retrait de la ville. Alors je cite, pour préserver ses soldats, ses équipements et pour prendre des positions pour des actions futures. Alors l'armée russe revendique depuis hier la prise de cette ville. Et d'ailleurs, plusieurs images et plusieurs vidéos ont émergé sur les réseaux sociaux. Où on voyait des soldats russes qui brandissaient des drapeaux russes, des drapeaux soviétiques sur des façades complètement noircies, sur le toit de ces immeubles avec complètement déchiquetée. Cette ville, qui comptait 15 000 habitants avant la guerre, consiste seulement en une vingtaine d'immeubles qui sont posés dans cette plaine du Donbass. Alors, vous l'avez dit, cette ville, elle est très stratégique et c'est le théâtre de combats acharnés depuis 2 ans et demi. Elle a fait notamment face à de nombreux combats et à plusieurs assauts, dont un particulièrement meurtrier en janvier dernier, et ce, malgré de lourdes pertes de l'armée russe. L'état-major évoque d'ailleurs des troupes extrêmement nombreuses et mieux équipées que l'armée ukrainienne, et sa chute est une illustration des difficultés croissantes que l'armée ukrainienne rencontre dans l'est du pays. Ses défenses, en fait, doivent faire face à des troupes extrêmement nombreuses et équipées, comme je vous l'ai dit, et cette ville, elle est à la jonction, en fait, du front est et du front sud. Le front est avec la ville de Donetsk et le front sud avec la ville de Zaporizhzhia, la ville de Kherson. Et la ville est également située sur une colline, et ces immeubles de plusieurs étages, de plusieurs dizaines d'étages, permettent une vue très dégagée, car quand on est en haut, en fait, les snipers ou les opérateurs de drones ont une vue très dégagée sur les villes aux alentours, et donc ça permettrait aux troupes russes de progresser très rapidement vers notamment la ville de Pokrovsk, qui a été évacuée déjà depuis plusieurs semaines. À noter aussi que selon plusieurs médias locaux, une centaine de civils seraient encore sur place. Ils auraient refusé de quitter la ville et survivraient actuellement dans des abris souterrains. L'Iran a assuré ne pas avoir prévenu les États-Unis d'attaquer Israël la veille et a appelé Washington à ne pas intervenir pour soutenir son allié. Quel va être le rôle des Américains dans ce conflit? Réponse dans ce reportage de France 24. Oui, même si c'est très difficile de répondre à cette question, quel va être réellement le rôle des Américains dans ce dossier post-7 octobre, puisque c'est de cela qu'on parle dans le fond, même si on a vu s'installer une distance entre les opérations à Gaza et cette riposte face à ce qui apparaît ici, ce qui est décrit ici comme une agression iranienne au premier degré. Il faut distinguer la stratégie américaine de la stratégie de Joe Biden. Comprenez-moi bien, le président des États-Unis agit en commandant en chef d'une nation qui porte dans son ADN le serment de ne jamais laisser tomber Israël, et offrira donc à son allié tous les moyens militaires dont il dispose pour garantir sa sécurité. Ils sont énormes, ces moyens militaires, vous le savez. À lui tout seul, le groupe aéronaval Lincoln, qui croise au large des côtes libanaises, ce groupe aéronaval de la marine des États-Unis peut anéantir l'essentiel des moyens militaires iraniens, rien que ça. Mais Joe Biden, lui, le président en campagne, même si ce n'est plus directement pour lui qu'il fait campagne, l'homme politique rusé, n'a pas cessé depuis le 7 octobre de composer avec ce lien quasi charnel qui unit les États-Unis et Israël, puisque ce lien est, et c'est une réalité, de moins en moins ressenti comme un héritage légitime par toute l'aile gauche de l'échiquier politique américain. C'est ce paradoxe qui a parfois donné de la diplomatie américaine l'image d'une administration cherchant à résoudre une équation impossible en réalité. Voici les bombes pour frapper, mais ne frappez pas. Signez le cessez-le-feu, mais voici suffisamment de fonds pour pilonner Gaza pour encore un an. C'est cette posture que toute une frange de l'électorat démocrate ne supporte plus, et notamment parmi les plus jeunes électeurs, ce qui, dans quelques États, et on pense évidemment aux États clés comme la Géorgie ou la Pennsylvanie ou le Michigan, là-bas, à un peu plus d'un mois du scrutin, ces guerres du Moyen-Orient pourraient bien faire le jeu
de Donald Trump en réalité. Alors, on s'est vraiment posé la question avec une certaine forme d'inquiétude. On peut le dire jusqu'à ce qu'il soit établi que cette nouvelle attaque iranienne était en réalité une nouvelle démonstration de l'arsenal iranien, mais probablement sans réelle volonté de commettre l'irréparable, puisqu'on est toujours sur ce fil du rasoir. Et je pense que personne ne me contredira sur votre plateau. L'Iran n'a pas encore commis l'irréparable. L'irréparable, ce serait des infrastructures militaires israéliennes atteintes par des missiles iraniens. Ce serait des institutions à Jérusalem ou à Tel Aviv, des casernes, des ministères et surtout, ce serait des morts israéliens. Ce n'est pas ce qui est arrivé, effectivement, mais on en prend le chemin. C'est relativement indéniable. Ce qui est certain, c'est qu'ici, à Washington, dans le camp républicain notamment, mais également en marge dans le camp démocrate, il y a une vieille rengaine qui dit que tôt ou tard, il faudra empêcher physiquement l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Cela veut dire, le cas échéant, saisir au vol une bonne raison de frapper l'Iran et ses infrastructures nucléaires, justement. Cette petite rengaine n'a jamais quitté les couloirs du Congrès depuis feu John McCain pour le plus récent, mais c'est même antérieur à McCain. Alors, vous imaginez bien qu'en ce moment, à un mois de la présidentielle, la question de savoir si une guerre de l'Amérique contre l'Iran serait bonne pour l'avenir politique de Kamala Harris a forcément été posée par les équipes de campagne, mais désolé de vous décevoir, Julien, le mémo n'est pas arrivé jusqu'à moi. Poussés hors de leur pays par les attaques djihadistes et les exactions de l'armée et de ses supplétifs, des dizaines de milliers de Burkinabés ont trouvé refuge dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans des sites d'accueil ou chez des habitants. France 24. ille min ngari min jeeyi baasi ɗo miɗa ñaama miɗa njara baasi kam min jeeyi ille min naati ɗo min jeeyi baasi. Shikaron fana bɛ bola k'a yɛrɛ yaala ni k'a lɔn ni n sera yan cogo cogo a bɛna fisaya n ma sinon mɔgɔ le m'a fɔ min na n yɛrɛ de ka décision ta ka n denmisɛnw cɛ ka na. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après pour le film de la soirée Kandahar. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une bonne soirée sur Viva.